Mais moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne, ce droit. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang, look. Et vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu. Je vais être clair. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Alors j'ose espérer que vous ne me ferez pas perdre le mien. Pour commencer, je vais faire bref. C'est celle-là que je préfère. Voilà moi. If you ain't got the sauce, just sit down. Hello! Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va et vous? Super, super. Donc, nous sommes 4 aujourd'hui. Salut Alain, salut Olivier, salut Célia. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir dans cette nouvelle émission qu'on a baptisée Secret d'objection. Alors, je vous explique rapidement pourquoi on a décidé de monter cette petite émission sur les objections. C'est parce que, tout simplement, on s'aperçoit que même si commercialement, la technique, c'est 20% et 80% de psychologie, on a besoin des 20% de technique. Et c'est vrai que souvent, les conseillers immobiliers sont seuls face à cette technique. Donc, ils apprennent au fur et à mesure, mais c'est vrai que pour éviter qu'ils apprennent au fur et à mesure, même si c'est bien d'apprendre et des fois de se casser la figure et finalement de se remettre sur ses deux pattes et de repartir, c'est bien de finalement montrer, prouver et parler des objections, des choses qui font peur en général à tous les conseillers immobiliers. Et pour cette première, en fait, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Olivier Roussel, qui travaille au sein du réseau IAD, qui est juste une star dans le réseau. Il vient d'arriver dans le réseau, mais c'est déjà une star dans le réseau. C'est une star aussi pour beaucoup de gens, et notamment, il était intervenant. Il était intervenant pour le Master Immo, où j'étais également intervenant il y a le week-end dernier sur Marseille. Voilà, donc il nous a fait une super intervention sur l'habit ne fait pas le moine, parce que comme vous pouvez le constater, Olivier Roussel n'a pas forcément la tête de l'emploi, mais par contre, il en a le portefeuille. Donc, ça, c'est cool. Donc, Olivier, merci. Merci d'être là parce que ça me fait vraiment plaisir que tu fasses la première. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité, déjà, dans un premier temps. Et comme je te le redis, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est une super thématique de pouvoir, grâce à ton réseau, te mettre et mettre tes collègues à disposition de jeunes négociateurs ou même de négociateurs expérimentés qui pourraient rencontrer des difficultés, on va dire, récurrentes sur leur parcours qui pourraient générer des blocages. Et je trouve ça vraiment chouette de ta part de te mettre à leur disposition pour essayer de les accompagner vers une certaine élévation et un certain confort de travail. Merci à toi. Alain, à toi? On a eu cette idée d'émission parce qu'on a quand même une réflexion et quelque chose un peu douloureux avec Alexandre, c'est qu'on entend beaucoup de formations immobilières, mais en définitive, souvent la thématique, c'est la remise en question, la motivation personnelle, le mindset, quelles sont ses objections sur soi-même, la manière, le déroulé de son propre soi par rapport à un monde difficile, dit commercial. Tout ça, on trouve beaucoup de théories. Alors, il y a des bonnes idées. Il y a une façon effectivement d'entrevoir le métier et c'est vrai que sans motivation, on n'ira pas bien loin. Mais derrière ça, au niveau du concret, vraiment le concret, c'est-à-dire, on commence l'immobilier, on va voir tout à l'heure avec Célia qui, on va dire, démarre, est un bébé dans l'immobilier. Tu vas te présenter tout à l'heure Célia. Effectivement, le cas concret, c'est une demande qu'on a, enfin en tout cas qu'Alexandre a eu au travers de ses secrets de pige et on s'est dit qu'effectivement un secret d'objection, non pas pour aller plus loin, mais pour aller creuser vraiment sur des spécificités que l'on peut entendre dans des cas concrets de prospection, de rentrée de mandat, de réception d'acquéreurs, bref, de tout ce qui concerne
le cœur du métier de l'immobilier, eh ben, on est là pour essayer d'y répondre. Et rien de mieux qu'un négociateur, un responsable d'agence ou une négociatrice, et puis un intervenant comme ce soir Olivier, qui va nous donner pareil des astuces pour pouvoir se sortir de ce trépas qui en définitive n'est pas du tout négatif parce que tu en parles d'objection, c'est pas forcément un mur que l'on rencontre, mais au contraire, on dit souvent le non, c'est là où la vente commence. Donc c'est grâce à ces objections généralement qu'on arrive à vendre, qu'on arrive à réconforter une vente. Et donc, bah voilà, c'est la première émission et on espère qu'il y en aura d'autres. Ok, bah, bienvenue Célia. Bonsoir. Moi, je suis Célia. Je travaille dans le réseau Agentis depuis maintenant 1 an tout pile. Donc, je suis jeune et c'est très récent pour moi l'immobilier. Donc, j'ai fait face beaucoup au début à de nombreuses objections que je n'ai pas su gérer. Donc, cette thématique, elle est vraiment top. Et merci de m'avoir accueillie parce que ça va prouver aussi à plein d'autres jeunes ou des personnes qui souhaitent se lancer dans le métier qu'il y a des solutions et pas que justement de l'apprentissage scolaire. Voilà. Exactement, tu as tout à fait raison. Effectivement, il y a des solutions et c'est pour ça qu'on est là ce soir, justement, pour discuter de ces objections qui font peur. Et pour la première, en fait, on t'a demandé de nous apporter 2 problématiques que tu as eues en rendez-vous. Donc déjà, merci de nous les avoir apportées parce que ça met un peu de blé à moudre. Et puis derrière, ce qui est simple, ce qui est sympa, c'est que tu vas pouvoir en discuter avec nous, nous dire si éventuellement tu as trouvé, toi, ta propre solution par rapport à ces objections, ces problématiques. Et puis nous, après, on va te donner notre avis de pro, puisque à nous 3, on doit avoir à peu près plus de 60 ans d'expérience dans l'immobilier. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant, effectivement, d'en discuter vraiment ouvertement ensemble ce soir. Ta première problématique, tu veux en parler ou tu veux que j'en parle? Non, vas-y, je t'en prie. Ok. Donc, en fait, la première problématique, c'est de la prospection de la fiche téléphonique. Et c'est effectivement quand une personne te dit non, voilà, quand un propriétaire te dit non, ça ne m'intéresse pas de vous recevoir ou de signer un mandat, puisque il y a effectivement des fois il y a un amalgame pour les propriétaires vendeurs, ce qui pensent tout de suite qu'on va vouloir signer un mandat avec eux, même si effectivement la finalité c'est quand même ça. Et du coup, souvent on a ce parachute qui est de dire écoutez, c'est pas ok, il n'y a pas de souci pour ça, il n'y a pas de problème, je comprends, mais par contre, est-ce que je peux vous amener un client en direct, un client que j'ai en fichier, notamment en signant un mandat de recherche. Bien évidemment, on en a parlé avec Olivier Roussel tout à l'heure. La loi nous autorise à amener des personnes, si nous n'avons pas signé un mandat de vente avec un propriétaire, à condition qu'on ait signé un mandat de recherche avec un acquéreur. Et donc, la problématique pour toi, elle était là, en fait. C'était de te dire, est-ce qu'il y a une solution à trouver pour tenter quand même de rentrer chez le client et en tout cas d'amener, de pouvoir le voir en rendez-vous pour essayer finalement de lui faire signer après derrière un mandat de vente et pourquoi pas un mandat de vente exclusif. C'est ça, hein? Exactement, ouais. Ok, super. Donc déjà, est-ce que toi, tu as trouvé la solution par rapport à cette problématique? Alors, oui, j'y travaille encore, mais j'ai trouvé des petites astuces pour justement pas sortir ce parachute comme tu l'as tant bien dit. C'est-à-dire que je le recontacte toutes les semaines. Voilà. Donc, en prenant des nouvelles ou en demandant comment ses visites se passent, si il a des problématiques qu'il rencontre. Et à chaque fois qu'il va me donner des petites informations, je vais les prendre et soit je décide de lui donner des petits conseils. Du coup, ça va apporter une certaine confiance. Et il va se dire, elle, finalement, elle veut peut-être pas que vendre mon bien, mais elle veut que je le vende au meilleur prix. Et en général, quand
ils ne veulent pas faire affaire à des agences, c'est parce que ils ont ce discours de les agences sont des escrocs. Ils prennent beaucoup pour faire pas grand-chose derrière, que moi, je suis capable de faire en tant que particulier. Sauf que non, il y a beaucoup de travail derrière et ils vont s'en rendre compte par eux-mêmes. Donc, on leur apporte soit au début des petites solutions, mais on va surtout essayer de les rencontrer le plus rapidement possible grâce à cette petite confiance qu'on aura mis au bout de 1 ou 2 semaines. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le suivi. À nous de C'est-à-dire... jouer, hein. Moi, je t'ai pas entendu. Après, c'est à nous de jouer, hein. Il faut sortir Oui. les arguments dès qu'on a le rendez-vous, hein. Ok. Donc en fait, toi, tu mets en avant le suivi Ouais. commercial finalement ton travail, de les appeler toutes les semaines pour prendre de leurs nouvelles et petit à petit amener une confiance qui va faire que petit à petit, finalement, comme ils ont de plus en plus confiance avec toi, à un moment donné, ils vont accepter le rendez-vous. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on est parti sur un bien qui ne va pas se vendre tout de suite, du coup. Peut-être un bien qui est un peu trop cher par rapport au prix du marché. Et du coup, avec le long terme, tu vas peut-être au bout de 3, 4, 5 appels, tu vas réussir à prendre un rendez-vous. C'est ça. Ok, super. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Écoute, moi je pense que l'analyse de Célia, elle est assez pertinente parce qu'elle a mis en avant des points assez concrets. Et je pense que le mot confiance, c'est pour moi la clé. Ouais. Alors, le problème de la fiche téléphonique, c'est que on n'est pas en face de son client. Donc, il y a tout un jeu de biais cognitifs auquel on n'a pas accès. Le face-à-face, c'est toujours vachement plus simple de convaincre, de faire répéter, etc. etc. Au téléphone, c'est très compliqué. Au téléphone, quand ton client en a assez, te raccroche au nez et c'est terminé. En face-à-face, c'est plus compliqué. Donc, déjà, mon conseil, ce serait ne pas essayer de vendre une prestation au téléphone. Au téléphone, alors moi, je ne fais pas beaucoup de pitch téléphonique, mais au téléphone, mon seul et unique objectif, c'est d'obtenir un rendez-vous. Je ne vends rien, je veux juste un rendez-vous. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter là. Le reste du process, c'est-à-dire se vendre soi, parce que c'est ton client, la première chose qu'il achète, c'est toi, en fait. Toi et ton service derrière, mais d'abord toi. Au téléphone, donner sa confiance à quelqu'un, c'est très compliqué. Donc, mon conseil serait, quand vous faites de la pitch de la presse, votre objectif unique, c'est vendre un rendez-vous physique. À partir du rendez-vous physique, on peut, avec de l'observation et de la psychologie, voir ce qui gêne la personne. Tu vois, quand le gars croise les bras ou se recule, ou bouge la tête, ça veut dire que ton discours, tu ne le convaincs pas. Parce que le but du rendez-vous physique, c'est d'obtenir la confiance de ton client. Premier objectif au téléphone, obtenir un rendez-vous physique. Lors du premier rendez-vous physique, gagner la confiance de ton client. Après, tu vas vendre tes services. Avant, c'est compliqué. Tu vas être en permanence sur la corde raide. Dès qu'une phrase ou un truc va être mal perçu, ping, confiance rompue, discussion terminée. Comment tu amènes, toi, enfin, tu disais que tu faisais plus trop de pitch téléphonique, mais si jamais tu en fais ou au moment où tu en faisais, comment tu amenais le rendez-vous? Enfin, parce qu'en fait, la problématique de Célia aujourd'hui, c'est je ne veux pas d'agence, donc je ne veux pas vous recevoir finalement. Donc, à ce moment-là, comment toi tu amènerais la discussion pour qu'il accepte de te rencontrer? Alors, pour moi, la phrase « je veux pas d'agence », c'est pas une réponse. Alors déjà, pour moi, non, c'est pas une réponse. Oui, c'est une réponse. Non, pourquoi c'est une réponse? Juste non, pour moi, c'est pas une réponse. C'est une discussion qui est coupée. On a eu longtemps, l'immobilier a eu une mauvaise image à un moment qui a été entretenue par un tel, peu importe. Je pense qu'elle est en train de se redorer et les clients s'aperçoivent que l'immobilier, c'est un vrai métier qui est de plus en plus technique, de plus en plus compliqué, qui n'est pas si rémunérateur que ce que les gens peuvent bien penser. Parce que des fois, sur une commission de 10 000 euros, il faut bien que les gens comprennent que le négociateur, salarié, pas salarié ou mandataire, ne met pas 10 000 euros dans sa poche. Ça n'existe pas des métiers comme ça. C'est complètement faux. Hein. Déjà, il y a des taxes, il y a des machins. Et puis il y a la formation, il y a le temps qu'on y passe, il y a les trajets, il y a la pub.
voilà, il faut vraiment remettre les choses à sa place. Je crois qu'il faut, on a un devoir de notre côté pour être vu comme on est réellement, d'éduquer le client en expliquant ce que c'est qu'une commission, tout le travail qu'on fait ensemble, la difficulté technique, la responsabilité aussi. Quand on s'engage avec un mandat, on engage sa responsabilité. Et puis après, moi, ce que je vous engage aussi à faire pour éviter, tant que faire se peut, la pige de la presse, c'est d'essayer de créer un autre biais qui peut vous amener des clients vendeurs. Notamment, créer des ambassadeurs d'anciens clients qui vous ramènent d'autres clients. Le problème de la pige de la presse, c'est qu'il faut se mettre à la place du client qui passe une petite annonce. Ces 20 premiers coups de téléphone qu'il va recevoir à n'importe quelle heure, sur les 20, tu as 15 agents immobiliers. Qui vont avoir systématiquement le même discours. Oui, mais moi, j'ai un client. Pour moi, ce n'est pas un discours. Comment ça, moi, j'ai un client? Le gars, il a passé une annonce pour vendre un appartement, pas pour que pour tous les professionnels de l'immobilier lui passent un coup de téléphone. Pour moi, le discours, il n'est pas préparé. J'ai un client. Pour moi, ça ne veut rien dire, j'ai un client. C'est là où effectivement, il faut faire la différence, parce que lorsqu'on dit à un client, j'ai un client, on est aujourd'hui sur, tiens, il y a quelqu'un qui t'a, alors, je ne sais pas qui c'est parce que c'est un Facebook user, il a dit bravo Olivier Roussel, enfin un discours de pro, ça rend ce webinaire intéressant, merci. C'est gentil. Ouais, Facebook user, je vous vous pouvez cliquer sur le petit lien qui permet de savoir qui tu es, ce serait cool. Comme ça nous permettra de te répondre. Et je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Effectivement, j'ai un client, c'est ce qui est utilisé par la plupart des commerciaux. Moi, j'ai envie de te dire, et c'est vrai ce que tu as dit, c'est-à-dire effectivement, le non, ce n'est pas une réponse. Le non, c'est absolument pas une réponse. Et dans les écoles de vente, on apprend que la vente commence à partir du moment où le client dit non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment où le client dit non, ça veut dire qu'il est quand même en écoute. Si le client n'est pas en écoute, il va te raccrocher au nez. Il va te dire non, mais ça ne m'intéresse pas, merci, au revoir. Et ça, ils savent très, très bien faire. Et dans ce cas-là, soit tu rappelles, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que tu t'accroches finalement à un bateau qui est en train de partir très, très vite et très, très loin. Soit tu passes au suivant. Et je pense qu'il faut mieux partir sur le suivant quand c'est comme ça. Maintenant, un client qui te dit non, il faut comprendre en fait pourquoi il te dit non. Et à partir du moment où tu essayes de comprendre pourquoi il te dit non, parce qu'en fait, il peut te dire non, mais pour différentes raisons. Donc, bien évidemment, on accepte toujours, on essaye de comprendre le client, et que si la personne te dit non, il faut le comprendre tout simplement. Je comprends tout à fait, effectivement, que vous ne souhaitiez pas me rencontrer. Moi, ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est de dire et d'envoyer en fait un message hypnotique. Alors, vous savez que je suis un peu dans l'hypnose, donc ça tombe bien. Et moi, ce que j'aime bien en fait faire à ce moment-là, c'est je dis toujours, écoutez, je comprends tout à fait que vous ne souhaitiez pas me rencontrer. D'ailleurs, la plupart de mes clients ont également eu la même réaction que vous la première fois que je les ai eus au téléphone. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça permet en fait de faire comprendre aux clients, ça permet de lancer un message subliminal qui explique tout simplement aux prospects qu'on a en face de nous que tu as des clients et que tous tes clients actuels en fait ont réagi de la même façon. Et pourquoi en fait on va dire ça? Tout simplement parce que ça permet encore une fois d'ouvrir la discussion. Une fois que tu as dit ça, c'est une phrase toute simple qu'il faut apprendre par cœur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au moment où tu te dis ça, déjà, ça te dégage complètement en fait la tête de tout le reste parce que tu la connais par cœur. Et d'autre part, ça permet derrière de préparer ce que tu as envie de préparer. La personne a compris que tu étais à son écoute. La personne a compris que tu l'avais comprise. Ce n'est pas une phrase magique. Ça veut dire que si la personne que tu as en face de toi, Célia, te dit, ne comprend pas cette phrase ou a vraiment envie de raccrocher parce qu'elle a vraiment pas envie d'avoir d'une discussion supplémentaire, elle va te dire non mais merci, au revoir, ça m'intéresse pas. Encore une fois, ces gens-là, faut pas t'accrocher à eux ou peut-être les rappeler 15 jours plus tard parce qu'ils auront mûri. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ces gens t'ont dit non. Donc, tu peux demander la permission de poser une question. Ok, très bien, mais écoutez, est-ce que je peux vous poser une question? Donc, la personne, comme tu l'as comprise, en général, elle va te dire oui. À ce moment-là, tu peux te dire, écoutez, très bien, qu'est-ce qui aujourd'hui
vous empêche de me recevoir. Et là, tu vas en lui posant cette question-là, tu vas ouvrir finalement tous les chemins du possible. Cette personne, en fait, va pouvoir te dire non, en fait, je ne veux pas vous recevoir parce que j'ai déjà des agences. Je ne veux pas vous recevoir parce que vous prenez trop de commissions. Je ne veux pas vous recevoir parce que j'ai envie de vendre moi-même. Je ne veux pas. OK. Et c'est un début de discussion, en fait. Parce qu'à partir du moment où il a commencé à te poser, il a commencé à t'expliquer pourquoi il ne voulait pas que tu ailles chez lui, à ce moment-là, tu vas déjà comprendre quelle est sa ligne directrice. S'il te dit c'est parce que vous prenez trop de commissions, tu sais que c'est l'argent, en fait. S'il te dit non, c'est parce que j'ai déjà trop d'agences, tu sais que le mec, en fait, c'est parce qu'il a signé trop d'agences, trop de mandats déjà. Et donc, à ce moment-là, il suffit de lui dire, par exemple, s'il a signé trop de mandats, tu dis, ah, OK, ça veut dire que vous avez beaucoup d'agences, vous avez combien d'agences? Et là, tu vas commencer à rentrer en discussion avec lui. Ce qui est important pour moi, c'est qu'à partir du moment où tu commences à rentrer en contact avec une personne, c'est le questionnement qui va être le plus important. Et moins tu parleras, plus tu t'en sortiras. Ouais. Moins tu parleras, plus lui, il va se confier, il se confiera, et plus la confiance va arriver parce que tu pourras lui proposer quelque chose qui correspond exactement à ce qu'il souhaite. Donc, la première des choses que je peux te dire par rapport à ça, c'est ça en fait. C'est simplement accepter et ensuite lui dire que c'est normal et que la plupart de tes clients, et ça marche bien, la plupart de tes clients actuels ont réagi de la même façon que lui aujourd'hui. Et ensuite, derrière, lui demander si tu peux lui poser une question et puis derrière, engager la discussion parce que forcément, il va te dire oui. Ou s'il te dit non, tu sais que c'est fermé. Mais s'il te dit oui, à ce moment-là, tu peux lui poser la question et il va te répondre. Question ouverte. À partir du moment où tu apportes des questions ouvertes, il te répondra. Il te répondra. La deuxième chose que je voulais dire, c'est pas quelque chose que j'ai déjà essayé, mais en fait, hier, quand tu m'as posé la question, je me suis ouvert un peu l'esprit et je me suis dit, tiens, comment on peut faire pour finalement choquer un minimum le client? C'est-à-dire, en fait, tu pourrais lui dire, la personne, mais imagine, elle te dit, écoutez, non, en fait, on va arrêter là parce que je ne veux pas vous recevoir, je ne veux pas d'agence. Et là, en fait, tu pourrais très bien lui dire juste cette phrase. Tiens, c'est étonnant. Juste ça. Parce que c'est une phrase qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Et parce qu'à partir du moment où tu donnes des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, ça fait quelque chose qui va se passer dans le cerveau. Et donc, il va se dire, pourquoi il me dit ça, lui? Et donc, il va dire, mais pourquoi, monsieur, vous dites que c'est étonnant? Et là, tu vas rentrer dans une discussion. Et là, tu peux très bien dire, c'est étonnant parce qu'en fait, à chaque fois que j'appelle quelqu'un, à chaque fois que j'appelle une personne, il est heureux de me recevoir parce que j'ai beaucoup de choses à vous apporter. Et donc, tu vas rentrer en fait un peu plus dans une discussion. Et en fait, c'est lui qui va te poser la question. Alors, je ne l'ai pas testé. C'est vraiment grâce à toi, en fait, Célia. Je te remercie d'avoir posé cette question. Et tu vois, c'est aussi fait pour ça. Secret d'objection, c'est justement pour essayer de trouver des solutions et se dire, tiens, on va peut-être proposer quelque chose quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau de manière à essayer. Mais le tien, c'est étonnant, peut être vraiment, finalement, quelque chose à creuser. Voilà. Oui, c'est à essayer. Hein. Si ça fonctionne, je te dirai. Voilà, exactement. Et moi, je vais l'essayer aussi. La première partie du pourquoi, et d'essayer de comprendre en face le client et d'accepter. C'est quelque chose qui, quand on débute, on ne comprend pas pourquoi on nous demande de faire ça, mais avec un peu plus d'expérience, on va dire, même si j'en ai très peu encore, c'est normal et je le fais. Mais la solution de choquer, si ça marche, pourquoi pas essayer, hein. Faut tenter. Voilà. Choquer gentiment. Hein. L'idée, c'est pas de choquer vraiment, mais l'idée, c'est effectivement d'amener, comme dit Olivier tout à l'heure, si on a toujours le même langage, c'est sûr que tu ne feras pas la différence en fait. Si Célia ressemble à Olivier, qui ressemble à Alexandre, qui ressemble à Alain, il n'y aura pas de différence en fait. Et le gars, il va recevoir 25 coups de fil le matin,
Et en fait, les 25 coups de fil vont lui dire la même chose. Bonjour monsieur, voilà, je vous appelle par rapport à l'annonce. Est-ce que l'annonce est disponible? Vous êtes un particulier ou une agence? En fait, je suis pas une agence, hein, je suis mandataire immobilier. C'est pas tout à fait pareil. En fait, je travaille de chez moi. Et donc, je voulais savoir par rapport à votre maison, est-ce que je pourrais vous rencontrer? Et tu as 25 coups de fil, 25 pareils. C'est ça. Donc, en fait, forcément, à un moment donné, la personne va dire non, mais c'est bon, monsieur, ça va suffire, machin. Par contre, qui est Alors là moi, et qui apporte quelque chose de nouveau, ouais. peut-être qu'effectivement, ça va amener peut-être un questionnement, une réponse différente. Je Qu'est-ce sais que tu en pas, penses? je Oui. sais pas si Olivier l'a déjà fait quand il faisait de la pige. Mais moi, justement, pour le nouveau, ce que je fais aussi, c'est au lieu de me présenter patati patata, je suis un tel, etc., je fais aussi comprendre que je sais que je suis pas la première à appeler. Je suis consciente que je suis peut-être la 15e agence à vous appeler, mais j'ai quelque chose de nouveau justement à vous apporter. Donc j'essaye de faire un petit discours comme ça, dans ce sens-là, et du coup, ils sont plus à l'écoute après quand je suis comme ça, parce qu'ils disent, ok, elle a peut-être quelque chose de différent, elle. Donc, Ouais, oui. Alors, on appelle La ça, curiosité. on en parle souvent avec Alex, on appelle ça la différenciation, et c'est vrai que c'est vraiment, je pense, super important. Si jamais on arrive à standardiser et à s'habiller tous pareil en faisant tous le même métier, ouais. qu'est-ce qui va faire qu'on va être choisi plutôt que les autres? C'est le problème de l'uniforme. Ça, moi, je me bats bec et ongle contre ça. Mais par exemple, je pense qu'effectivement, ta réaction, elle est hyper intéressante. Tout à l'heure, tu disais que le fait que tu sois, entre guillemets, nouvelle dans l'immobilier, c'est-à-dire 1 an, ça pourrait être perçu comme une faiblesse, mais je pense qu'avec ce que tu viens de dire, c'est quelque chose que tu devrais pouvoir transformer en force en jouant là-dessus, en disant, effectivement, je pense que vous avez dû avoir plusieurs coups de téléphone. Je ne suis pas la seule sur le secteur. Par contre, voilà, moi, je viens de démarrer, je suis vraiment hyper investi avec mes clients et je me permets de vous téléphoner, puisque comme je déborde d'énergie et que votre annonce me plaît, je me propose vraiment de me mettre à votre disposition, certainement bien plus que certains autres. Qui, Ouais, eux, voudront juste qu'un mandat de plus dans leur portefeuille, en disant, voilà, moi, j'en ai pas besoin de 50, j'en veux juste 1 ou 2, mais je veux vraiment travailler dessus, j'ai besoin qu'on me laisse ma chance. Les gens peuvent être sensibles à ça, il faut pas... Effectivement, n'importe quel vendeur veut vendre bien son bien, mais je pense qu'on a encore quelques gens où l'affect peut être un facteur déclenchant et de choix de l'intervenant. Parce que tu en penses à un. L'affect, en fait, moi je regardais un petit peu les commentaires. Titiller et rendre curieux. Tu vois, le principe de « mais si, vous avez besoin de moi, bien sûr que vous avez besoin de moi, mais vous ne le savez encore pas ». Tu vois, moi je leur disais à l'époque « Monsieur, vous êtes marié, j'imagine que le premier jour vous avez rencontré votre épouse, si vous lui aviez dit « un jour tu vas m'aimer », je ne sais pas si ça aurait matché, mais aujourd'hui, vous avez vu qu'avec un peu de ténacité et puis dans un espace-temps, votre femme aujourd'hui vous aime. Alors je vous demande pas de m'aimer sur 10 ans ou 15 ans, je vous demande de m'aimer mais assez rapidement. Laissez-moi la chance de vous rencontrer, qu'on s'explique et je vais vous montrer, je vais vous prouver ce que je sais faire et la différenciation par rapport aux autres personnes que vous avez dû déjà rencontrer. Parce que j'imagine que vous avez déjà travaillé avec des agences. Tu vois, en fait, voilà. L'idée, c'est de pouvoir creuser, poser des questions assez rapidement. Et puis, Olivier a dit, la base de la base du terreau de la base, c'est le contact. Pas trop parler, il ne faut pas qu'ils répondent. Il faut que tu puisses tout de suite arriver à prendre un contact et un contact. Après, tu te débrouilles chez eux. ouais. Quand tu as comme ça de visu la personne en face de toi, quand il y a un serrage de main, non, maintenant, avec le Covid, on ne peut plus. Mais déjà, voilà, tu passes la porte, on ne va pas dire que c'est 50% de gagné, mais tu te laisses déjà toutes les chances de pouvoir faire la différence. Au téléphone, ça vaut rien. C'est qu'une voix. Tu tombes sur une femme, la voix, elle va être jalouse, elle va dire non. Le gars qui écoute, qui est énervé, tu n'as pas une voix qui porte, ça n'arrive pas, il va dire non. Bon, bref, c'est le principe de la pige. Pourquoi c'est difficile ? C'est difficile parce que justement, c'est derrière un pseudo, derrière quelque chose d'anonyme, on peut raccrocher facilement. Le principe de la pige, c'est ça. Donc tout de suite, évitons de les faire parler.
toi tu parles, mais pour le rendez-vous et rien d'autre. Ouais, je suis d'accord avec Alain. Et peut-être, alors après, c'est pareil, il faut peut-être un petit peu de bouteille là-dessus. Pour faire la différence, je crois qu'il faut clairement maintenant afficher ses résultats. C'est-à-dire quand tu es au téléphone et pour vraiment enfoncer le clou, n'hésite pas à dire, voilà, ces 6 derniers mois dans votre quartier, j'ai vendu si bien. Par contre, attention, moi je sais que je suis intransigeant là-dessus. Quand je dis quelque chose, je le documente. C'est-à-dire, si j'ai pas vendu dans le quartier, je vais certainement pas m'amuser à le dire. Mais il y a toujours quelque chose que tu peux mettre en valeur. Si c'est pas le nombre de biens que tu as vendus, c'est la rapidité à laquelle tu vends. Si tu dois avoir vous avez des stats sur vos logiciels, et essayez c'est aussi une façon de se différencier. Et très souvent, pas mal de gens n'osent pas parler de résultats. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils n'en ont pas. Alors, peut-être parce qu'ils n'en ont pas, ça c'est un peu dommage. Mais aussi parfois, ils en ont, mais ils ont du mal à les mettre en avant en pensant que ça va être mal perçu. Je suis désolé. Il n'y a rien qui donne plus confiance à quelqu'un que de savoir que la personne qu'on a en face est le plus performant. Donc, clair. si vous l'êtes, affichez-le. Si vous ne l'êtes pas, sortez-vous les doigts et devenez-le, c'est tout. Hein. C'est clair. Ouais, si tu as la chance, en fait, par exemple, dans un appartement, si tu es dans une copropriété où tu as déjà vendu 2-3 appartements, Chez toi. là, c'est bingo, quoi. Tu peux lui dire, écoutez, justement, j'ai vendu 2-3 appartements dans des appartements de vos voisins. Je suppose que vous avez même vu mes panneaux. Et j'ai encore des clients qui recherchent dans votre résidence. Donc, je pense qu'il faut vraiment jouer aussi cette carte, bien sûr, de l'expert local qui est là, quoi. On pourrait rebondir derrière sur la personne qui finit par accepter un rendez-vous, une estimation, mais qui veut, je pense que c'était la première objection, ne pas avoir de mandat. Parce que ça aussi, c'est encore une sacrée difficulté. Le principe du mandat, je ne sais pas si vous y avez répondu, je ne sais pas si Olivier t'a répondu au principe de dire oui, d'accord, allez, de bonne grâce, je vous accepte dans mon clan. Veuillez, s'il vous plaît, avoir avec diligence la possibilité de proposer mon bien, mais alors, surtout pas de mandat. C'était ça, Célia, ta première objection. Ouais. Alors là aussi, on a le devoir d'information. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le particulier, même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, ne connaît pas toutes les subtilités. On le rappelle, on a échangé là-dessus ensemble, il est formellement interdit pour un professionnel de l'immobilier de travailler sans mandat. C'est ou un mandat de vente ou un mandat de recherche. Il y a pas d'entre-deux eaux là. C'est ou on est dans les clous ou on l'est pas. Donc déjà, le gars qui vous propose de travailler sans mandat, il faut le rappeler en disant, mais excusez-moi, travailler sans mandat, si certains de mes confrères vous proposent ça, ils vont avoir des problèmes, mais vous allez avoir des problèmes aussi. Il est interdit de travailler sans mandat. Et c'est là que tu dis, vous parlez d'un mandat de recherche. Un mandat de recherche, ça peut exister. Mais pour ce faire, et que je puisse proposer votre bien, vous allez devoir me recevoir et me le montrer vous-même. Et là, tu as le pied dans l'appartement. Et tu repars avec un mandat. On ne peut pas, un professionnel digne de ce nom, ne peut pas faire visiter à ses clients un bien qu'il ne connaît pas. Ça, c'est comme l'intercabinet. Moi, quand je fais de l'intercabinet avec des confrères, avant d'amener mes clients, je vais visiter le bien. Alors, apparemment, ça étonne beaucoup de gens. Comment on peut présenter quelque chose qu'on ne connaît pas? Ça n'existe pas. Le mandat de recherche peut aussi devenir une porte pour le mandat de vente traditionnel. Une fois que tu es chez lui, tu es chez lui. Tu es chez lui, tu es chez toi. C'est fini. Enfin, l'objectif premier, c'est quand même d'avoir le mandat, parce que le mandat de recherche, c'est bien, mais on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même des sacrées contraintes. Alors, effectivement, sous couvert d'un mandat de recherche, en expliquant que de toute façon, même pour utiliser un mandat de recherche, il va falloir visiter son bien, ça veut dire qu'il faut ce premier rendez-vous. Et sur ce premier rendez-vous, le mandat de recherche, on l'oublie. C'est un mandat de vente qu'on vient chercher, bien entendu. Il faudrait, en tout cas intellectuellement, se refuser le mandat de recherche, même si le législateur nous ouvre cette porte, et effectivement se concentrer sur le mandat. Alors, c'est facile. Après, tout ça, c'est que des mots. Célia, comment tu te débrouilles sur je ne veux pas de mandat? Quel est ton premier réflexe? Je ne veux pas de mandat. D'essayer de comprendre encore une fois. Ouais, mais qu'est-ce que tu réponds derrière? Parce que comprendre, c'est bien, mais une fois qu'on a compris.
Bah, une fois qu'il me dit, je sais pas, il y a plusieurs exemples, je lui demande, pourquoi il veut pas de mandat. S'il me répond, bah, parce que les agences sont trop chères, par exemple, et que je peux proposer un bien à des particuliers, moins cher que ce que vous proposez. C'est souvent ça qui revient. Enfin, moi, c'est souvent ce que j'ai eu. Bah, tu essayes de faire comprendre, quel est le travail derrière, toutes les étapes, que lui, il est qu'au début, il vient juste de publier, qu'il a fait, voilà, qu'il y a des choses peut-être à améliorer aussi. Ouais, c'est après, ça dépend de la conversation, quoi. J'arrive à argumenter quand j'ai le client. Là, quand tu me poses la question tout de suite, c'est vrai que ça Mais vient moins, c'est le but de facilement. l'émission. Alexandre, comment tu rebondis sur je ne veux pas de mandat parce que vos honoraires sont trop chers? Je ne veux pas de mandat parce que vos honoraires sont trop chers. Parce qu'il nous a donné le parce que vos honoraires sont trop chers. Ouais. C'est ça? Bah, écoute, moi, de toute façon, dans un premier temps, comme Célia a dit, je comprends exactement ce qu'il recherche. Et ensuite, si jamais il me parle de trop cher, je vais lui dire trop cher par rapport à quoi? C'est-à-dire que je vais lui faire reformuler en fait le mot cher parce que pour moi, cher, ça veut rien dire. Et du coup, toujours, en fait, moi, je suis beaucoup dans le questionnement, hein. Donc, à partir du moment où effectivement la personne me tend une perche, ben, je vais aller essayer de creuser un maximum de choses. C'est-à-dire, effectivement, vous êtes cher, ok, mais cher par rapport à quoi? Et donc là, il va nous dire ben, cher par rapport à la concurrence, par rapport à ci, par rapport à ça. Et donc, en savoir un petit peu plus, de manière à pouvoir, encore une fois, qu'il me parle de lui. Parce que je pense que les gens, en fait, n'ont pas l'habitude de parler d'eux. Et que quand quelqu'un s'intéresse à une personne, ben la personne, tout de suite, elle est beaucoup plus ouverte. Parce qu'en fait, on a tellement peu de gens qui s'intéressent à nous qu'à partir du moment où on va commencer à s'intéresser à la personne va s'ouvrir. Voilà. Donc, sur ce genre de questions, moi, je vais vraiment essayer de creuser au maximum. Olivier? Alors, je rejoins un peu Alex là-dessus, parce que quand on dit trop cher, souvent ce qu'il laisse entendre, il parle des frais d'agence ou des frais de négociation. C'est pas forcément cher par rapport à une autre agence, hein. C'est le delta des honoraires qu'il y a avec ou sans notre intervention. Donc là-dessus, pour moi, la défense logique, c'est de faire un déroulé de tout ce qu'on amène et de le monétiser. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir avoir accès à des sites internet que eux n'ont absolument pas, sans donner de nom, parce que de vrais reportages photos. Attention, quand on fait le job, hein, de la visite virtuelle, de la vidéo, du conseil client, de la fiscalité, etc., etc., etc. Et en plus, moi, je close systématiquement de la même façon. C'est que de toute façon, qu'on se dise la vérité, c'est pas le vendeur qui a payé les frais d'agence, c'est l'acheteur. Et si jamais les frais d'agence étaient si chers que ça, comment est-ce qu'on peut expliquer que les professionnels font 70% de part de marché? Ça veut dire qu'il y a 70% de Français qui sont complètement idiots pour venir traiter avec des professionnels comme nous. C'est complètement illogique. Il y a quelque chose, je rebondis là-dessus parce que c'est intéressant. Effectivement, Célia, il faut que tu fasses comprendre si tu es en opposition, en tout cas en concurrence avec des agences qui prennent moins cher. Il faut leur faire comprendre, et de toute façon, il le sait, le vendeur mijoue avec toi, qu'il y a toujours un rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix, c'est la prestation que tu vas amener auprès de ton acquéreur pour proposer le bien. Soit tu as des acquéreurs, soit tu as des acheteurs qui sont Lidl, soit tu as des acquéreurs qui sont fauchons. Tu lui expliques simplement que tu préfères avoir une frange de population qui est plutôt fauchon, des gens qui sont cadres supérieurs, qui sont CSC+, des dirigeants, des responsables de société, ce que tu veux, peu importe. Des gens qui n'ont pas le temps d'aller visiter, c'est toi qui vas travailler, qui va faire le travail à leur place. Ça passe par effectivement des estimations, des dossiers, des prestations que tu vas faire cousu main auprès d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément transparent pour l'acheteur. Ce qu'il faut que tu leur fasses comprendre, c'est que derrière, effectivement, et là, je rejoins Olivier, c'est l'acheteur qui va payer les honoraires, mais surtout, ce sont des acheteurs qui seront de qualité, qui vont pas te faire des serrures, c'est pas des gens qui vont avoir des refus de prêt. Bon, bref, quelque part, la tranquillité se paie, la tranquillité du vendeur, et pour ça, ça a un coût.
bah, le coût, forcément, vous pouvez faire la différence si vous allez au McDo ou si vous allez au Crayon. Enfin, je veux dire, monsieur le vendeur, vous savez à peu près la différence. Vous comprenez le pourquoi. Bah, moi, j'ai choisi de travailler dans l'option Crayon, dans l'option Fauchon. Maintenant, si vous préférez que je vous prenne un acheteur et que je vous amène un acheteur Lidl, allez-y. Mais en ces temps difficiles où les banques resserrent un petit peu les étaux et que ça devient assez rigide, il vaudrait mieux peut-être vous trouver un acquéreur qui vise plutôt vers le haut que plutôt vers le bas. Et tout cela, encore une fois, c'est qu'une question idéologique, une question de principe. Parce que ma commission, chez vous, ça coûte 0, pas 1 centime. C'est encore une fois l'acheteur. Voilà. S'il comprend qu'effectivement, tu te positionnes dans le haut de gamme, s'il n'accepte pas, c'est-à-dire qu'il va finir par se dévaloriser lui-même et qu'il est prêt à accepter tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi pour lui, pour son bien, pour sa femme, pour ses enfants, pour pas pour pas qu'ils changent leur projet de vie. Tout ça pour une commission parce que tu vas être à 8 000 ou 10 000 euros alors que le concurrent va être à 7. C'est-à-dire que tu peux jouer encore une fois sur la fibre sentimentale en disant, vous voyez, madame, vous êtes en train de réfléchir pour 3 000 euros avec tout ce que je vous ai dit. 3 000 euros? C'est pas sérieux, monsieur. Mais attention, parce que c'est un peu marcher sur des œufs de parler comme ça. Il faut y aller doucement, mais il faut leur expliquer qu'à l'arrivée, ils ont très bien compris que ce qu'ils veulent, et Olivier a raison, c'est pas nous payer la commission, et s'ils pouvaient se la prendre et la prendre pour eux, ça serait l'idéal. Enfin bon, voilà, on n'est pas tombé de la dernière pluie, on a bien compris ça. Maintenant, eux, quand ils achètent quelque chose ou une prestation ou une marque, ils sont prêts à en faire l'effort. À nous de faire la différence et de nous différencier par rapport aux autres. Parce que là, ce qu'on explique, ce qu'on justifie, c'est quelque part, c'est une marque, c'est une prestation de qualité. Mais si on n'est pas connu, si tu n'as pas la notoriété, ça va être d'autant plus difficile. Alexandre? Bah, moi, j'acquiesce exactement, j'acquiesce sur ce que tu dis, hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, clairement, il faut faire la différence, comme on l'a dit. Il faut. Alors, l'idée, c'est effectivement, c'est de prendre le rendez-vous à partir du moment où on a le client qui nous dit, bah, non, moi, je ne veux pas d'agence, parce que le plus important, c'est d'aller chez le client et de prendre le rendez-vous. Donc, essayer de trouver le biais qui te permettra non pas d'attendre la semaine d'après pour l'appeler, la semaine, parce qu'en fait, pour moi, le fait d'attendre et le suivi, c'est bien, hein, c'est génial, et il faut le faire. Il y a très peu de gens qui le font, et sur du long terme, c'est très bien. Sauf que sur un bien qui est au prix, tu ne l'auras pas, en fait, le bien. Donc, du coup, il faut toujours tenter par le questionnement et par voilà, choquer, ce que j'ai dit tout à l'heure, ou autre technique. Je pense que tu as vu énormément de techniques et je pense que vous avez vu plus dans tous les. Je regarde hein, dans tous les commentaires, il y a énormément de solutions. Donc, je pense que tu vas pouvoir trouver quelque chose qui correspond exactement, qui te correspond, parce qu'il n'y a pas de recette miracle par rapport à ça. C'est en fonction de chaque personne. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est avant de dire à la personne, OK, très bien, monsieur, bah, écoutez, je vous rappelle dans une semaine, comptez sur moi, je vous rappelle, et faites de belles visites et de belles ventes, et une belle vente, essaye de prendre au moins, en tout cas, essaye de prendre au moins un rendez-vous avant, c'est-à-dire en lui posant les questions, en essayant de comprendre pourquoi, en répondant tout simplement à l'objection. Non, je ne veux pas, de manière à pouvoir voir si éventuellement tu peux quand même réussir à prendre le rendez-vous malgré le fait qu'il t'ait dit non au départ. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire là maintenant. Super. On a fini par rapport à cette première objection? J'avais d'autres vas-y. petites solutions. Vas-y. Ben, voilà, c'est ce que c'est la première, hein, donc après, oui, bien sûr. Célia, si le vendeur ne veut pas de mandat, il y a aussi la solution de lui faire peur. Alors, il y a 2 solutions pour faire peur. La première, c'est de lui expliquer d'une manière contractuelle qu'il se mette à notre place. Qu'il se mette à notre place pour 2 raisons. La première, on va lui dire, supposez, je vous dis ça parce que ça nous est arrivé, non pas dans le réseau, mais en tant que formateur indépendant sur une agence en particulier auquel je pense. Une agence qui avait accepté effectivement de travailler sans mandat, mais ça, il faut leur expliquer aux vendeurs.
Effectivement, lorsqu'on reçoit en agence des acquéreurs, il y a de temps en temps des contrôles qui sont inopinés. Et lorsque on choisit effectivement une ou deux affaires à proposer à des acheteurs, des pseudo-acheteurs, à ce moment-là, ils sortent leurs cartes. Ils nous disent, voilà, sur ces 2 propositions que vous nous avez faites, montrez-moi les mandats de vente. Monsieur le vendeur, si on ne peut pas justifier de mandat de vente, nous, ça nous coûte un peu d'argent. C'est à peu près 1 500 € par amende. Et donc, on paye, on se fait retoquer et l'affaire est belle. Le problème, il n'est pas là, monsieur le vendeur. Le problème, il est que si je suis capable de proposer des biens, et effectivement des biens non officiels, puisque je ne peux pas justifier de commission, ça veut dire que je suis supposé faire du dessous de table. Mais avec qui? Avec la complicité de qui? Avec vous, monsieur le vendeur. Et donc, j'espère que vous n'êtes pas assujetti à un travail qui est plus ou moins artisan, profession libérale, parce que vous allez devoir vous justifier à l'assiette de votre ville, et ça tombe souvent sous un contrôle fiscal. Vous voyez, donc tout ça sur le précepte même, le principe de dire non, je ne signerai pas de mandat. Tout ça pour vous dire que s'il y a des professionnels qui ont accepté déjà avant moi de travailler votre maison sans mandat, sans avoir insisté pour vous protéger, je pense qu'ils n'ont pas fait, 1, leur travail, 2, je ne veux surtout pas savoir qui c'est, et 3, effectivement, c'est pas vous aider que de ne pas, comme moi aujourd'hui, avec l'énergie et avec le temps, essayer de vous prouver, vous démontrer que signer un mandat, c'est pas simplement pour me faire plaisir, mais c'est surtout pour vous protéger, vous, monsieur le vendeur. Voilà, donc ça, c'est la première partie pour effectivement faire un peu peur. Ça peut réveiller les esprits et écoute, si ça marche, tant mieux. Ce qu'on dit, c'est pas une bêtise, c'est la stricte réalité, hein. Il faut toujours qu'ils se mettent à notre place. La deuxième manière, c'est qu'ils se mettent encore une deuxième fois à notre place en disant que le mandat simple, c'est bien, et on comprend parfaitement, et là, je me mets à la place d'Alexandre, je comprends parfaitement ce que vous dites, monsieur le vendeur, et naturellement que moi aussi, par défaut et par systématisme, je comprends bien d'une manière mathématique que si je multiplie les agences, je vais multiplier les visites et donc je vais multiplier les offres. C'est vrai. Sauf que il faut bien qu'ils comprennent qu'à partir du moment où ils nous mettent en concurrence, souvent c'est ce qu'ils nous disent, je vous mets en concurrence pour que vous puissiez vous botter un petit peu le cul et que vous puissiez réagir et pas vous endormir. Forcément, si je réagis et si je ne m'endors pas, je vais donc travailler dans la précipitation. La première offre qui va m'arriver, forcément, qu'est-ce que je vais faire? Mettez-moi à votre place. Je vais bien essayer, monsieur le vendeur, de vous la vendre, parce que si je n'arrive pas à vous la vendre, forcément, je ne vais pas manger à la fin du mois. Donc, je vais essayer, d'une manière semi-professionnelle, d'essayer de vous justifier pourquoi mon offre est bonne. Vous expliquez que c'est la crise, que vaut mieux tenir que courir, que c'est pas facile, que machin. Bon, en définitive, ce que je vais faire, en tant qu'allié, parce que vous pensez que je suis un ami, je vais essayer de vous faire avaler la pilule que mon offre est bonne. Quoi qu'il arrive, j'essaierai toujours de vous justifier que l'offre est intéressante pour vous. C'est-à-dire qu'en définitive, on va niveler le prix par le bas. C'est-à-dire que je vais défendre l'offre et non pas le mandat. Une agence qui a un mandat exclusif, a toutes les raisons de vous prendre un mandat exclusif, c'est-à-dire qu'il croit à votre maison ou à votre appartement. Il a justifié son prix, vous l'avez écouté, à ce moment-là, vous devenez un réel partenaire. Et lorsqu'il a une offre, la première démarche, puisqu'il a tout son temps, c'est déjà de remonter le prix de l'offre, si possible au prix du mandat, parce que sinon, il va prendre les acheteurs pour des personnes déraisonnées. Et donc, il aura toutes les justifications, non pas pour essayer de faire avaler la pilule aux vendeurs, mais cette fois-ci aux acheteurs. Donc, quelque part, accepter un mandat exclusif, c'est protéger votre capital d'une manière nette et précise. Voilà, tu peux amener aussi ces... Alors, il y en a d'autres. Mon Dieu, il y en a tellement d'autres. Mais ceux-là, on va dire que c'est les plus simples. Et surtout, c'est la réalité. Aussi bien sur la partie fiscale que et Olivier en parlait tout à l'heure, justement,
sur le côté compliqué, le côté difficile de travailler des mandats simples, tellement difficile, tellement laborieux que je crois que tu as même, Olivier, carrément oublié le mot simple, le mot mandat simple dans ton activité professionnelle. Ah oui, moi, c'est clair que je travaille pas en mandat simple. Je vois pas l'intérêt. Je comprends même pas que ce mandat existe encore. Je veux dire, ça ne valorise pas le bien. Ça nous, en tant que professionnels, ça nous complique la vie. Le prix est attaquable, les communications sont diverses et variées, les surfaces sont pas les mêmes. Je ne comprends pas. Ça, moi, c'est un truc, je m'y refuse. Sincèrement, je m'y refuse. Il y a juste un truc sur lequel je voudrais revenir sur les techniques. Alors moi, je sais que par exemple, la corde de la peur, je ne l'active jamais. Jamais. C'est un truc je suis conscient que c'est quelque chose qui peut être efficace, mais moi, c'est quelque chose que je n'active pas parce que moi, pour vraiment travailler et performer, j'ai besoin d'une confiance absolue envers mes clients. Et je pense, en tout cas, attention, c'est mon ressenti personnel, que si une relation commerciale naît sur un climat de peur, même si tu l'as fait disparaître après, moi, je me sens pas à l'aise. Et si je suis pas à l'aise, je suis pas bon, en fait. Donc, mais par contre, je sais que, oui, effectivement, certaines personnes sont sensibles à ça. Moi, je suis incapable d'activer ce levier-là parce que ça me met hyper mal à l'aise. J'ai vendu des alarmes, hein. Ça me facilite un Alors, peu la vie. peut-être. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour cette première objection. On va passer à la deuxième parce que sinon on va passer la nuit. La deuxième, elle va être plus courte. Célia, tu nous as posé la question à savoir par rapport à un acheteur. Lorsque tu as un acheteur qui rentre dans l'agence ou qui t'appelle, c'est lui expliquer gentiment que sa recherche va être hors marché parce qu'il recherche des prestations ou il recherche une superficie trop grande par rapport à son budget, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Donc, je suis un client, je suis un acheteur, je t'appelle et je te dis, ben, moi, je veux 120 mètres carrés, mais finalement, je peux en acheter que 90 dans le secteur où je veux. Et donc, l'idée, c'est de lui expliquer, lui prouver comment on peut éventuellement réussir comment lui faire comprendre qu'on ne va pas pouvoir lui proposer quelque chose dans ce secteur-là. Olivier? Alors, je pense qu'on sera de moins en moins confronté à ce type de réflexion pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant, l'information, notamment les prix au mètre carré, etc., sont quand même accessibles très rapidement par le particulier. Ensuite, je suis assez client, je le disais tout à l'heure, quand je dis quelque chose, je le documente. Et le fait de documenter rend ton dire inattaquable. Donc, quand quelqu'un te dit sur ton marché, je veux une maison, j'aimerais trouver une maison de 120 mètres carrés à tel prix et que le delta de prix est conséquent, il suffit simplement de donner quelques exemples. Alors, attention, les exemples, moi je prends assez rarement des biens en vente parce que pour moi, les biens en vente, ça n'est qu'une information. La vérité, elle se trouve sur les biens vendus. Tu as des fichiers comme les trucs fonciers, etc. Et tu lui fais une recherche sous le nez. Moi, je le fais même quand je fais des avis de valeur. Je me connecte parfois à la valeur foncière parce que très souvent, les gens te disent « Ah ben oui, mais moi, je sais à peu près combien vaut ma maison parce que 2 maisons à côté, ça s'est vendu à tel prix. » Tu te connectes sur les valeurs foncières, tu tapes l'adresse et tu vois vraiment à quel prix s'est vendue la maison. Et souvent, le gars est surpris parce que la valeur qu'on lui a donnée n'est pas la bonne. Il a cru ou il a voulu entendre 350, mais c'est que 280. Mais entre 250 et 380, il y a un monde quand même. Et pour la recherche, moi, je crois qu'il faut faire pareil. Maintenant, on a quand même des indices au mètre carré sur certains quartiers et surtout se servir de ta compétence, une fois de plus. C'est-à-dire que voilà, vous cherchez dans tel quartier à tel prix. Malheureusement, je pense que ça va être très compliqué. Tenez, je vous donne pour exemple ces 4 dernières affaires que j'ai vendues sur ce secteur-là. Et regardez, on a un delta de prix important. De ce fait-là, il va falloir revoir ou vos prétentions à la baisse, c'est-à-dire peut-être une chambre de moins ou changer de quartier. Ou alors, laissez-moi vous accompagner avec mon banquier ou mon courtier. On va essayer de retravailler votre budget et pour accroître votre capacité d'emprunt, on va essayer de renégocier le taux. Et là, tu vends un service supplémentaire et je pense que tu confortes le fait que tu es un véritable professionnel. Pour moi, être un véritable professionnel, c'est aussi savoir dire non ou savoir dire ça n'est pas possible. Ça fait partie du job. Hein. Ouais. Totalement d'accord. Mais une hésitation naturelle.
Moi, je peux comprendre, en tout cas, sur les jeunes négociateurs, le fait d'être, peut-être même, d'une manière empathique, gêné en se disant: «Je me mets à la place de l'acheteur et en fait, il va falloir que je lui dise que par rapport à ce qu'il souhaite, ses prétentions, ça va pas fonctionner». C'est compliqué. Ce que tu peux faire aussi, et c'est quelque chose qui marche bien, Olivier a parlé des biens qui sont vendus, et ben, te servir en fait des fiches que tu as, des fiches de biens que tu as vendus ou que tu sais qui ont été vendus, et retirer le prix de ces fiches, lui masquer le prix et lui montrer. C'est-à-dire que tu vas lui montrer 3 fiches, voilà, et tu vas lui dire, d'après vous, à combien se sont vendues ces maisons? Et donc, par là, tu vas voir que la personne, en fait, va forcément te dire un prix qui ne correspond pas à la réalité. Il va te donner un prix inférieur au prix de vente des maisons. Ou le Et prix à qu'il ce moment-là, souhaiterait. comment? Le prix qu'il souhaiterait, quoi. Exactement. Et c'est là que toi, tu vas lui annoncer le vrai prix. Et donc, à ce moment-là, bah, il va vite comprendre par ce petit jeu, parce que bon, les gens, ils aiment bien jouer aussi. Et puis, cette technique, elle est peut-être un peu plus marquante que juste de lui montrer finalement le prix d'un bien. C'est justement de lui dire, ben non, monsieur, en fait, vous pensez qu'elle s'est vendue 500 000 euros, mais en fait, elle s'est vendue 550, 570 000 euros. Et donc là, tu vas éveiller quelque chose chez lui et il va forcément, à un moment donné, peut-être comprendre que son budget n'est pas assez important par rapport à ce qu'il souhaite. Et puis, l'autre réflexion, c'est Olivier Roussel t'en parlait tout à l'heure, en off, savoir s'il est pertinent parce que s'il se cherche sur le prix, de l'immobilier dans une ville, définie, c'est qu'ils sont en début de démarche, ils n'ont pas compris. Est-ce que c'est pertinent de faire des visites ou pas, déjà au départ? Olivier? Non, moi, ça, mais alors, mon parcours est un peu particulier, c'est que moi, j'étais au départ agent immobilier et je suis devenu mandataire, donc c'est un peu le monde à l'envers. Mais j'avais des agences qu'on appelle des agences vitrées. Et moi, quelqu'un qui se mettait devant ma vitrine et qui me disait je veux visiter ça, on ne part pas en visite. Sinon, il faut aller bosser à l'office du tourisme. Ça marche pas comme ça. Pour moi, le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous découverte. Et c'est comme ça qu'on entre dans l'intimité et qu'on gagne la confiance des gens. Le gars veut visiter ça, on s'installe, consacrez-moi une demi-heure, 1 heure si vous voulez. Hein, moi, j'ai besoin de temps et puis les gens apprécient qu'on leur accorde du temps. On peut parler de cette maison, on sort la fiche, on a des visites virtuelles maintenant. On peut plus travailler sans visite virtuelle. Tu leur expliques, plutôt que de vous faire perdre une demi-heure, surtout dans les grandes villes maintenant, c'est un cauchemar. Je vous la montre virtuellement et vous allez voir que c'est peut-être pas forcément ce que vous recherchez. Et la découverte client, elle commence là. Et une fois qu'on s'aperçoit que c'est pas ça, le gars, en fait, tu lui rappelles quand même que tu viens de lui rendre service, que tu lui as pas fait promener 1 heure et demie, et que maintenant tu vas t'occuper de lui correctement, mais que pour ce faire, il faut qu'il te fasse confiance. Ça part encore une fois d'une frustration et d'un non. On vient toujours à la même chose, hein. Au départ, c'est encore un non. On n'a pas accepté, montrez-moi ça, et puis celle-là, et puis celle-là dans la vitrine. En fait, la vitrine, c'est un vrai piège, hein. C'est un aspirateur à perdre du temps d'une manière extraordinaire. Vive les mandataires pour ça, bravo. Ils ont de la chance. Et voilà, Alexandre. Non, je disais que c'est un véritable outil de différenciation, ce que propose Olivier, et de faire justement des visios avant les visites, parce que personne ne le fait, enfin quasiment personne ne le fait, je pense. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller creuser complètement avec cet acquéreur, savoir ce qu'il recherche exactement. Peut-être même la visio, donc du coup, il est chez lui. S'il est chez lui, ça lui permet éventuellement de faire une petite visite de son appartement ou de sa maison en même temps, si jamais les propriétaires, ça ne mange pas de pain. C'est une très, très bonne idée. Et puis surtout, ça permet de gagner du temps pour lui et pour nous. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais je pense que vraiment, l'outil de différenciation, écoutez, pas de problème, vous souhaitez visiter ce bien-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse dans un premier temps une visio pour qu'on puisse se rencontrer virtuellement dans un premier temps, que vous me fassiez effectivement, que je puisse comprendre votre projet. Et puis, comme ça, je pourrais éventuellement vous présenter les biens en visite virtuelle que vous souhaitez. Et si jamais ça vous plaît, à ce moment-là, on prendra un autre rendez-vous pour les visiter physiquement. Très, très bien. Il y a aussi un autre
un autre point très important sur la découverte en visio, c'est-à-dire que de temps en temps, pas de temps en temps, c'est je crois 95 ou 98% des recherches d'un client acquéreur se font via Internet. Donc, il va voir l'annonce sur le net et appeler la personne en charge du dossier. Mais il va l'appeler, on ne va l'avoir qu'au téléphone. Une fois de plus, le contact physique, pour moi, c'est hyper important parce qu'il y a différents types de langage. Il y a le langage du corps, où on ressent l'énergie, etc., etc. Et il y a juste les mots. Les mots, pour moi, ça ne suffit pas. L'avantage de faire une découverte en visio, une fois de plus, on va aller chercher une façon de se différencier des autres. Avoir 4 ou 5 fois son client en visio, on n'est plus des inconnus. On est vraiment rentré dans leur vie. Il a votre tête. Il sait qui vous êtes. Alors que le gars qui aura appelé 4-5 fois sur des annonces, mais qui n'aura eu son intervenant qu'au téléphone, il est capable de le croiser dans la rue et de ne pas le reconnaître. Nous, aujourd'hui, on a un déficit là-dessus. Il est hyper important pour performer et bien bosser que votre nom et votre tête soient associés à votre profession. Ma tête, les gens la connaissent et ils savent tout de suite que c'est immobilier. Là, la visio doit vous accompagner là-dedans. Alors, effectivement, ça fait bosser des fois en horaire décalé, mais on est des conseillers immobiliers, on est des prestataires de services. Si on veut travailler comme il faut qu'on se mette à la disposition de nos clients. Quand je dis disposition de nos clients, ce soit vendeurs comme acquéreurs. Moi, il y a plein de fois où je propose à mes acquéreurs de se faire une petite visio de 30 minutes le soir à 20h après le boulot. Ça prend 20 minutes. Mais ça vaut 100 rendez-vous, ça. Tu as une plateforme où ils peuvent se connecter ou tu utilises un WhatsApp, un Zoom, je sais pas. N'importe quel support, je leur demande ce qu'ils préfèrent. Ah d'accord, ok. WhatsApp, Messenger, n'importe parce quoi. que souvent, si jamais toi tu as un outil et que tu leur demandes de télécharger un truc, des fois les gens ils sont un peu sceptiques ou ils savent pas trop quoi faire. C'est toi qui te mets à la place. Ouais. Sûr. D'accord. Ok. Moi, je pense que c'est ma façon d'aborder le job. Moi, je me plie en quatre pour mes clients et je vous garantis que mes clients ils me le rendent bien. Vous, à l'occasion, vous regarderez mes avis clients. Moi, j'ai que des super avis clients, mais parce que je leur consacre du temps et je bosse vraiment pour eux, quoi. C'est super important, ça. C'est pareil, je viens de parler d'avis client, le gars au téléphone qui ne veut pas te donner un rendez-vous, je lui dis écoutez, vous savez ce que je vous propose? Connectez-vous sur mon site internet ou si tu as une carte de visite virtuelle, moi je travaille qu'avec ça. Regardez mes avis clients, et si eux pensent que je suis le meilleur, repassez-moi un coup de téléphone. On parlait un peu de provocation, mais toujours dans le positif. Quand tu es bon sur un truc, je pense qu'il faut l'afficher et il faut s'en servir. Ça sert à quoi d'être bon? Célia, du coup, toi, tu fais comment quand tu as un acheteur qui est hors budget? Alors déjà, je voulais juste rebondir sur ce que Olivier vient de dire. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais par contre, il y a quelque chose qui n'est pas pareil, en tout cas chez nous. Je sais pas si c'est par rapport à ton approche, au fait que tu travailles de chez toi, ou enfin, je sais pas s'il y a une différence, tu vois, entre les deux, mais les gens n'ont pas le temps. Même s'ils sont en recherche active, même si, voilà, tu connais, tu as fait la découverte correctement, etc., ils n'ont pas le temps. Ils sont déjà avec le confinement, etc., en visio la plupart du temps. Il y a d'autres techniques, par contre, qui permettent, qui voient ton visage. Et ça, je suis d'accord sur ce fait-là, qu'il faut qu'ils voient ton visage. Ne serait-ce que leur envoyer ta carte de visite par texto, leur envoyer une petite vidéo sur WhatsApp ou par message. Oui, mais alors moi, en visio, ça m'est jamais arrivé. Et je le proposerai pas parce que, alors c'est peut-être bête de ma part d'être bornée sur cette chose, mais je sais que les gens n'ont pas le temps. Déjà, si tu arrives à les avoir au téléphone, de parler longtemps avec eux, de chercher, de tout le temps leur poser les bonnes questions et d'avoir le maximum de renseignements sur leur recherche, et qui t'est accordé ne serait-ce que 30-40 minutes, c'est exceptionnel. Mais replanifier, c'est des horaires, voilà, c'est moins parfois, mais replanifier derrière, en fait, j'aimerais savoir comment tu planifies en fait ton visio. Tu les appelles et après tu planifies en visio? Je crois qu'il y a un problème, c'est que moi, je ne cours jamais 50 lièvres à la fois. Moi, je peux pas m'occuper de 180 clients. Je vais te montrer mon téléphone. Je ne sais pas si on le voit. Là. Tu vois vers le bas. Alors, j'ai 4580 mails de retard.
173 appels non répondus, 3 SMS non lus. Sur ma deuxième boîte mail, j'ai 253 mails de retard. Moi, quand je commence avec un client, je finis, je vais au bout. S'il faut passer un coup de fil à 11h30 du soir, j'y vais. S'il faut aller faire des visites le dimanche, je pars au carton. Par contre, mes clients ont énormément de mal, mes nouveaux clients ont énormément de mal à m'avoir au téléphone. Sur ma messagerie, c'est clair, je dis que quand je suis au rendez-vous, je ne réponds pas, que ça paraît peut-être un peu choquant, mais pour assurer une prestation de qualité, j'ai besoin de me concentrer sur mon travail. Moi, au-dessus de 15 ou 20 clients, je ne suis pas un surhomme, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc, et c'est comme pour les mandats. Moi, il y a des fois, on m'appelle, on me dit viens prendre un mandat. Je dis je peux pas. Je peux pas. J'ai déjà 15 mandats en ligne, un de plus. Je vais faire du mauvais boulot pour tout le monde. Attendez une semaine, attendez 15 jours, attendez un mois. Si vous ne pouvez pas attendre, je suis désolé. Je préfère pas prendre le mandat que faire du mauvais boulot. Moi, ma réputation, elle se joue exclusivement sur la qualité de mon travail et le temps que j'accorde à mes clients. J'ai pas 4 bras. Donc, il y a des fois, il faut savoir dire je peux pas ou j'ai pas le temps. Mais expliquer, je suis désolé, moi, mon niveau d'engagement envers mes clients est peut-être un peu hors du commun, je l'entends, et ça, je veux le garder parce qu'il y a comme ça que j'aime mon travail. Moi, le jour où il faut que j'ai 50 clients, je ferai autre chose. Je ferai autre chose parce que je deviendrai cinglé, ça me bouffera toute mon énergie. À un moment, moi, je cours jamais après les clients. Je suis même obligé de m'excuser de ne pas être plus réactif que j'aimerais l'être. En contrepartie, je m'engage à faire 100% du boulot. Et ça, c'est comme la commission. Moi, ma commission, personne ne négocie ma commission. C'est interdit. Si je fais 100% du travail, je veux 100% du prix. Si j'ai fait 50% du travail, je ne prends pas de commission, c'est cadeau. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu vois, Célia, en fait, ce que veut t'expliquer Olivier, c'est que peut-être qu'on ne t'a pas encore appris, mais tu vas l'apprendre, à faire la distinction entre un demandeur et un acquéreur. Et c'est toute la problématique. Alors, il y a des logiciels qui permettent d'étoiler, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, d'autres de mettre des notes. Bon, peu importe. Mais effectivement, à partir du moment où tu feras une différenciation entre les gens qui te font perdre du temps et les gens où tu sais pertinemment que c'est eux qui vont te donner et qui vont te nourrir à partir du moment où tu leur trouves le bien, même si c'est un mouton à 5 pattes, ces gens-là, en définitive, ça représentait 5, 6, 7% de tout ton portefeuille de demandeurs. C'est rare qu'il y en ait beaucoup plus. Tu vas t'apercevoir que ça va entre 15 et 20 personnes, effectivement. Et ceux-là, si tu te concentres dessus, si c'est des gens qui sont réactifs, que tu suis, qui te prennent pour un professionnel, c'est pas des gens que tu appelles en disant vous me dérangez, est-ce que vous pouvez me rappeler demain? Non. C'est les 3 étoiles, tu peux les déranger à 21h, alors peut-être pas à minuit, et c'est des gens qui prendront le temps parce que ce sont des personnes qui savent que si elles ratent une affaire ou 2 que tu leur présentes, parce que se sont déjà passer 1 ou 2 affaires sous le nez, ça va se représenter dans 6 mois. Et ces gens-là prennent le temps pour t'écouter et pour comprendre ce que tu leur proposes. Ces gens-là trouveront toujours le temps. Les autres, ceux qui n'ont pas le temps, c'est pas des acquéreurs, c'est pas des gens qui donneront de l'argent, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi à 100%. Après, je ne remettais pas du tout en cause ce que Olivier a dit. Moi, je dis juste qu'au lieu de faire un visio, je préfère envoyer une petite vidéo par WhatsApp à la fin pour qu'on voit mon visage ou une photo de ma carte de visite ou quoi que ce soit que faire un visio et de programmer un visio avec la personne. Parce que si c'est un réel acheteur, il va m'accorder ses 40, 1 heure ou je ne sais qu'est-ce au téléphone. En fait, si tu fais la présentation au téléphone, en fait, si tu fais le questionnement au téléphone, tu n'as pas besoin de le faire en visio. En fait, Olivier parle de visio parce que lui, il ne prend pas les rendez-vous au téléphone, en fait. C'est-à-dire que quand il les a au téléphone, il dit je vous propose un rendez-vous visio à tel jour, telle heure. Et toi, tu les prends au téléphone, mais en fait, on est en train de parler de la même chose. Sauf qu'il y en a un qui parle visio et l'autre qui parle téléphone. C'est exactement la même chose, en fait. Justement, je posais la question. C'est le même outil. C'est ça, mais moi, je posais la question justement, comment tu fais pour directement programmer un visio et non avoir la personne au travail? Je pense que c'est pour ça qu'on a eu du mal à se comprendre. Mais c'est ça, en fait, ma question de base. C'est pas reconnaître problème ou info acquéreur. C'est vrai que je fais très attention au téléphone parce que le téléphone, c'est un des outils les plus chronophages. Dès l'instant où tu décroches le téléphone, tu ne peux plus le raccrocher. Tu ne peux pas dire à ton client désolé, il faut que je raccroche. Ouais. Donc, quand je décroche mon téléphone, c'est que je sais qui c'est, je sais à quoi ça va me servir, etc., etc.
Sinon, moi, je communique énormément avec mes clients par SMS. C'est plus pratique. Entre deux rendez-vous, on peut échanger. Et après, effectivement, je programme très souvent mes rendez-vous très tôt le matin. Moi, je me lève à 6 heures. 6 heures, je fais 1 heure, 1 heure et demie de sport. Et après, je passe mes coups de téléphone. Ou très tard, après 21 heures, après 22 heures, quand les gens ont du temps. Alors, effectivement, c'est compliqué parce que ça laisse une amplitude horaire assez importante. Mais notre métier, malheureusement, donc je dis pas malheureusement parce que moi, j'aime ça, nous demande une grande disponibilité. Et je pense que c'est aussi avec ça qu'on fait la différence. Le nombre de fois où j'entends des gens qui disent « Ah, mais les agences immobilières, on envoie un mail ou on passe un coup de téléphone, on ne nous rappelle jamais. » Moi, je pense que certains clients disent ça de moi, mais quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je peux pas tout faire. Après, on est en train de parler à une personne, Olivier, qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires à lui tout seul. Donc, forcément, on est là sur une… tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la majorité des conseillers aujourd'hui. Et donc, effectivement, moi, je comprends par rapport à ce que tu dis et par rapport au chiffre d'affaires que tu fais aujourd'hui que tu ne puisses pas avoir ouvertement, ou tu dois être vraiment très performant dans ta stratégie d'acquisition de clients et de visite, etc. Parce que effectivement, tu n'as pas de temps à perdre avec Pierre, Paul ou Jacques. Il faut que tu saches exactement où tu vas. Et c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de Célia, ce qui sera peut-être le cas de Célia dans quelques années. Et à ce moment-là, effectivement… Comment ? L'année prochaine. L'année prochaine, génial, l'année prochaine. Dès l'année prochaine. Pour atteindre un objectif, il faut se le fixer déjà. Ouais, exactement. Mais après, ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, personne n'aime perdre du temps. C'est pas, mon temps ne vaut pas plus que le temps d'un autre. Mais les clients non plus n'aiment pas perdre leur temps. Et moi, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années d'être un peu brouillon dans ma façon de travailler et d'accepter de faire visiter tout et n'importe quoi. Et quand tu arrives à faire une visite avec un client que tu n'as jamais rencontré, qui s'est tapé 2h30 de route, et que le gars, à peine devant la maison, te fait « Ah, mais ça ne me plaît pas du tout ». Mais c'est ton rendez-vous, il est mort. Le client, tu l'as perdu. C'est fini. Tu as perdu ton temps, tu n'es pas crédible vis-à-vis de ton client acheteur, mais c'est de ta faute. Il n'y a pas eu de rendez-vous découverte. Donc, en anticipant ça, mais moi, souvent, le gars insiste un peu en me disant « Non, mais je veux visiter ». Mais je dis « Attendez, je vous explique comment ça se passe. Moi, j'ai pas beaucoup de temps à dépenser. Par contre, j'en consacre beaucoup à mes clients. Donc, plutôt que de vous faire perdre le vôtre en vous donnant pas tous les renseignements, etc., écoutez-moi, je vais vous expliquer comment moi je travaille. Moi, je donne les adresses. Je géolocalise les biens. C'est normal, je bosse qu'en exclusivité. Ah oui. Donc, en fait, tout le monde gagne du temps. Et c'est comme ça que tu assois un climat de confiance. Moi, ça ne m'arrive jamais d'arriver dans une maison et que le gars me dise « Ah bah c'est ça. Ah, tu sais où c'est, tu l'as visité virtuellement, tu as des photos, il y a Google Maps. » Ça n'arrive jamais. Donc, ça veut dire que moi, l'ascenseur émotionnel, il est toujours en grimpée et jamais en descente. Moi, 9 fois sur 10, les 5 premières secondes, je me régale parce que quand les gens ont fait un peu de borne avec juste de la visite virtuelle et qu'ils ouvrent la porte, jusqu'au moment où la porte n'est pas ouverte, ils se disent « C'est trop beau, il nous l'a fait à l'envers. » Et les premiers mots, c'est « Ah ben, c'est exactement comme vous nous l'avez dit. » Bah ouais, j'ai pas le choix. Il a une manière très… Olivier, tu as une manière très anglo-saxonne d'aborder l'immobilier. Parce que… T'es d'accord ou pas ? Tu dois avoir du sang irlandais, peut-être. Américain. Je pense que c'est ça, ouais. Un Irlandais marseillais. L'Irlandais par la barbe, là. Peut-être, ouais. Le Marseillais par l'alcool. En tout cas, est-ce que Célia, on a répondu à toutes tes questions ? Bien sûr. Ouais, ok. Bien sûr. C'est bien de communiquer comme ça, d'avoir la vie de tout le monde. Et Célia, sans t'en rendre compte, tu viens de prendre un engagement envers nous. C'est que tu as 1 an pour faire 600 000 balles de chiffre. C'est ça, exactement. Ça marche. On se retrouve l'année prochaine, alors. C'est noté et enregistré. Hein. C'est noté et enregistré. Merci beaucoup à tous. Ça a été top, franchement, pour cette première. Je pense que c'est vraiment une émission qui a son emplacement et qui a lieu d'être parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions par rapport à la réponse aux objections, par rapport à tous ces petits problèmes qu'on peut avoir et qu'on a tous chacun dans notre métier. Donc, je te remercie beaucoup, Olivier, d'avoir participé et d'avoir répondu présent pour cette première. Avec plaisir. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Cette émission, elle a vraiment lieu d'être et il y a un vrai intérêt.
Et l'intérêt, c'est le partage des connaissances, le partage des problèmes, etc., etc. Exactement. Merci aussi Célia d'avoir accepté d'être aussi là pour la première, parce que je sais que tu n'es pas forcément. Alors toi, tu fais un petit peu de vidéo, on va le dire, on peut parler juste un petit peu de toi pour finir, puisque tu fais partie du réseau Agentis et tu travailles dans une agence qui est située au Plessis-Trévise. Exactement. Et on a une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Agentis le Plessis-Trévise avec ma collègue. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on est situé sur le Plessis-Trévise et on avait une image un peu des anciens propriétaires qui étaient pas très jeunes et actifs sur les réseaux. Donc on est sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, sur tous les réseaux qui cartonnent, sur aussi des systèmes de vidéos qu'on envoie à nos clients personnalisés. Donc voilà, on modernise un peu tout ça. Génial. Et c'est top. Génial. Et donc, du coup, tu as un petit peu l'habitude de te voir en vidéo. C'est pour ça que tu as répondu vite présent, parce que… Ah oui, mais après, ça reste toujours gênant. Hein. Je pense C'est qu'il vrai. faut quand même de l'habitude pour être à l'aise. Une sortie de zone de confort. Une sortie de zone de confort, mais tu prouves en fait à tous les jeunes que c'est possible et les moins jeunes aussi que c'est possible. Mettez-vous en visio. Mettez-vous vraiment, prouvez à tout le monde que vous pouvez comme ça vous mettre… sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, parce qu'en fait, c'est comme ça aujourd'hui qu'on travaille et c'est notre image qui est la plus importante. Les gens, quand ils comprendront et quand ils n'arrêteront pas de vous voir, et ben, c'est comme ça qu'ils penseront à vous au moment où ils en auront besoin. C'est ça. Merci Alain. La semaine prochaine, à la place de Célia, nous aurons un jeune négociateur. Il fait l'immobilier depuis quelques mois aussi, mais très pertinent dans sa démarche d'enfer, très dynamique. Maxime, on fera sa connaissance. Voilà, merci Olivier d'avoir fait notre première émission. Avec plaisir. J'étais ravi de te rencontrer, je ne te connaissais pas. Célia, merci d'avoir joué le jeu. Et puis, à bientôt. Dernière parole à Alexandre. À très bientôt. Je vous dis bye bye. On se dit passez une bonne nuit parce qu'il est quand même tard là, une bonne soirée. Bon appétit. Et puis merci encore d'avoir joué le jeu et à très bientôt. Au revoir à tous. Bonne soirée. Bye. Au revoir. Bye bye, au revoir. Mais moi, j'assume, je suis un vrai capitaliste. Moi, j'ai le droit au profit, je me le donne, ce droit. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang. Look. Et vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu. Je vais être clair. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Alors j'ose espérer que vous ne me ferez pas perdre le mien. Pour commencer, je vais faire bref. C'est celle-là que je préfère. Voilà moi. If you ain't got the sauce, just sit down.